Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis debout à côté de mon bureau et surtout à côté d'un immense carton. Ce carton, il contient le dernier iMac 5K 27 pouces de chez Apple. Et en plus, il s'agit du dernier iMac Intel de chez Apple, puisque Apple passe désormais sur leur nouveau processeur, l'Apple Silicon. Donc c'est le dernier d'une génération, d'une époque, et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur du carton. C'est parti pour le déballage. Bon, et bien pour ce déballage, on ne change pas de vue, du coup, on va directement ouvrir le carton tel qu'il est, parce que je peux pas faire différemment, je peux pas filmer dans l'autre sens, la place est assez limitée. Ce que je vais faire du coup, c'est que hop, je m'équipe de mon cutter et j'ouvre. Alors on va ouvrir ici, toc, on ouvre là. Et pour l'instant c'est tout, je range ça dans la poche, hop. Regardez-moi ça. Le carton en fait est tout aussi grand à l'intérieur. On voit ici la machine. Moi du coup, mon tout premier iMac c'était un iMac G3. D'ailleurs je me souviens que les iMac G3 à l'époque ressemblaient beaucoup à des télévisions et beaucoup de mes amis pensaient que c'était tout simplement une télévision cathodique. On est très loin de cette époque là, on est loin de cette largeur en tout cas, et aujourd'hui cet iMac remplace mon précédent iMac que j'ai vendu il n'y a pas très longtemps et qui était un iMac de fin 2014, donc qui avait quand même 5 ans et qui commençait à montrer des signes un petit peu de faiblesse. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce nouveau modèle en termes de performance, en termes de durabilité. J'espère qu'il me fera au moins 5 ans, autant de temps que le précédent, et surtout j'espère que, étant donné qu'Apple a abandonné Intel, bon, c'est pas du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit. Il y a une période de transition de 2 ans, mais quand même j'espère que malgré ça, malgré le fait qu'Apple abandonne Intel, cet iMac sera maintenu à jour et ne sera pas abandonné avant 5 ans. Voilà. Bon, je vais retirer le gros carton pour qu'on y voit un petit peu plus clair et on va déballer le plus petit. Voilà, j'ai enlevé le carton extérieur pour ne garder que le carton intérieur, le vrai carton de l'iMac. Vous ne le voyez peut-être pas, mais de l'autre côté, on voit, hop, je le tourne, on voit l'iMac de côté. Voilà, sur le côté, on voit très bien que le design n'a pas changé. Et surtout, ici, on a une petite étiquette. Alors, je vais la lire sur les spécificités techniques de la machine. Alors, on a un écran 5K panoramique rétroéclairé par LED avec un capteur de lumière ambiante. Ça change pas beaucoup. On a le processeur Intel Core i7 de 10e génération. Alors oui, j'ai pris le processeur juste avant le i9 dans la gamme qui est en option. Pourquoi? Parce que le i9, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, est moins performant, bizarrement, que le i7 cette année. Donc, j'ai pas pris l'option i9, j'ai pris le i7 parce qu'encore une fois, je veux qu'il dure assez longtemps avant que j'ai à le remplacer. Donc, processeur i7 de 10e génération, cadencé à 3,8 GHz et surtout, c'est pas marqué, mais c'est un processeur 8 cœurs. Moi, je pars d'un iMac qui avait un i5 à l'intérieur et 4 cœurs, donc c'était pas super performant. Là, en tout cas, les spécificités techniques me promettent monts et merveilles, donc c'est génial. On a 8 Go de mémoire vive, donc de RAM. J'ai fait exprès de ne pas prendre les options RAM de chez Apple parce que tout simplement ça coûte un bras. Encore sur ce modèle là, il est encore possible de modifier la RAM, de l'augmenter en tout cas très facilement. Du coup, ça ne vaut absolument pas la peine d'investir dans de la RAM directement lors de l'achat. Il est préférable d'acheter de la RAM après, donc chez, je sais pas, chez Corsair, chez Crucial, voilà, vous pouvez acheter de la RAM chez d'autres fabricants et surtout à meilleur prix.
En termes de mémoire, fini les Fusion Drive, donc fini les disques à plateau, fini les RAID 0 avec un SSD et un disque à plateau. Les iMac passent à du full SSD. Donc c'est super pour la performance. Moi, encore une fois, sur mon ancien iMac, j'avais un Fusion Drive de 1 Tera et très honnêtement, c'était très bien hein, par rapport à un ordinateur qui aurait juste un disque à plateau. Sauf que comparé à mon MacBook Pro qui lui avait un SSD, c'était le jour et la nuit, c'était poussif. J'attendais plusieurs, parfois dizaines de minutes qu'une tâche se termine, alors que sur mon MacBook Pro ça allait beaucoup plus vite. Et encore, hein, mon MacBook Pro est un modèle 2016, donc c'est pas un modèle très récent. Donc j'en ai eu marre. Je voulais d'ailleurs acheter un nouvel iMac avec un SSD full SSD dedans, et ça tombe bien puisque Apple a un petit peu écouté mes prières, puisqu'il ne propose plus du tout de Fusion Drive. Ça c'est cool, c'est le bon côté de la chose. Le mauvais côté, c'est que désormais, eh bien, les dotations en mémoire sont beaucoup moins importantes qu'avant. Voilà, donc bon, je suis parti sur un SSD de 512 Go. J'ai pas pris l'option 1 Tera ni les options supérieures parce que tout simplement, encore une fois, comme pour la RAM, ça coûte très cher. On peut pas remplacer le SSD, contrairement à la RAM, mais étant donné que cet iMac est doté de ports Thunderbolt, on peut très bien rajouter des SSD externes qui seront presque aussi performants, voire aussi performants pour les meilleurs d'entre eux que le SSD interne. Et d'un point de vue utilisation, ça posera pas beaucoup de problèmes. L'ordinateur verra ça comme un volume supplémentaire. Et étant donné que c'est un ordinateur fixe, voilà, c'est pas un souci. On n'aura pas à brancher, débrancher, ça restera tout le temps branché dessus. Et on aura de la mémoire à pas trop cher supplémentaire dessus. Au niveau de la carte graphique, là pour le coup pareil, j'ai pas pris une option supérieure, j'ai à l'intérieur la Radeon Pro 5500 XT avec 8 Go de mémoire. Pareil, j'ai pas pris d'option parce que je juge que j'en aurais pas l'utilité. Pour la même raison qu'avant, tout simplement, moi je partais d'un iMac qui avait 4 Go de RAM, ça m'allait très bien. Là, 8 Go de mémoire VRAM dans cet iMac, je pense que ça suffira largement. Je ne l'ai pas acheté pour le jeu, je l'ai acheté pour faire de la retouche photo, vidéo et pour l'utilisation bureautique à la maison. Et encore, comme pour le SSD, il est possible de rajouter un iGPU, donc une carte graphique externe qui pourra booster les performances de la machine sans devoir justement investir dans les options lors de l'achat chez Apple. Ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La caméra FaceTime HD. Grosse nouveauté sur l'iMac cette année, la caméra FaceTime passe à du 1080p. Donc on passe sur du Full HD, c'est super. Bon, moi, ça change pas grand chose à mon utilisation parce que je n'utilisais jamais la caméra FaceTime de l'iMac. Peut-être parce qu'elle était de mauvaise qualité, je sais pas. En tout cas, pour passer mes appels, j'utilisais beaucoup plus souvent mon MacBook Pro ou mon iPhone. Mais c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui font de la visioconférence. On est sur du 1080p désormais. Au niveau des ports, on a deux ports Thunderbolt 3, donc de l'USB-C. Justement, ces mêmes ports qu'on pourra utiliser pour un SSD externe et pour un iGPU, donc ça tombe super bien. On a un logement de carte SDXC, donc un logement de carte SD à très haute vitesse. Ça, je vais le tester à l'usage parce que ça aussi, c'est super bien. Moi qui ai des GoPro, des appareils photo numériques, des choses comme ça, c'est super bien d'avoir un port micro SD, enfin SD surtout, mais que je vais pouvoir utiliser avec un adaptateur du coup pour mes micro SD haute vitesse. Ça, je vais vérifier parce que comme ça, je pourrais mettre de côté mon lecteur de carte externe. On a aussi 4 ports USB-A, donc des ports USB 3 hein, bien sûr. Ça c'est super bien parce que du coup c'est une des dernières machines de chez Apple à encore avoir des ports USB type A qui va du coup permettre tout simplement de brancher encore des anciens périphériques qui ne sont plus compatibles, enfin qui ne sont pas compatibles avec de l'USB-C. En termes du réseau, du coup on est sur de l'Ethernet 1 Go. Donc du 10, 100 et aussi 1000, mais ce qui nous intéresse, c'est le maximum, donc 1 Go. Il y a une option à 10 Go, pareil, je ne l'ai pas prise parce que j'en ai absolument pas l'utilité, mais elle existe.
Pour le Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi très haute vitesse, donc du 5 GHz. On aura des débits qui seront très satisfaisants. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais plutôt l'utiliser en Wi-Fi à la maison, puisque j'ai une box qui est compatible 5 GHz et ça me va très bien. On a aussi du Bluetooth 5. Pareil, très bien pour pouvoir appairer des appareils en Bluetooth 5 et faire des transferts haute vitesse en Bluetooth. Juste au-dessus, les haut-parleurs donc stéréo. Ils étaient déjà très bons sur mon iMac de 2014. Je pense que ça ne pourra être que mieux. En tout cas, je ne pourrais pas être déçu. On a un port mini jack pour pouvoir brancher un casque. Le port mini jack, donc c'est un port qui va permettre de brancher tout aussi bien un casque qu'un micro. Et un micro intégré. Donc ça, très bien. On a le clavier Apple Magic Keyboard. C'est génial, il ne change pas beaucoup, c'est toujours le même clavier que fournit Apple maintenant depuis quelques années. On a la souris Magic Mouse 2. Il se trouve que j'ai déjà la Magic Mouse 2 parce que je l'avais acheté en mobilité avec mon MacBook Pro. Je l'avais aussi via mon iMac, mon ancien iMac. Sauf que très vite, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais remplacé par un trackpad de chez Apple, donc le Magic Trackpad que je trouve beaucoup plus efficace et utile, puisque avec les mouvements à plusieurs doigts, on peut balayer les différents espaces de travail, on peut recadrer des photos, on peut zoomer, etc. C'est génial, je préfère largement le trackpad à la Magic Mouse. On a bien sûr macOS qui est préinstallé, et voilà, c'est à peu près tout. C'est tout ce qu'on a à savoir d'un point de vue technique sur cette machine. Allez, on ouvre. On retourne ça. Hop. Et on a juste une petite languette à tirer ici. Et là, on va découvrir la bête. Voyons voir. C'est grand, hein. C'est grand. Bon, encore une fois, pas de surprise parce que j'avais déjà un iMac 27 pouces, mais c'est toujours impressionnant de voir un aussi grand écran. Ici, au-dessus, on a le fameux Magic Keyboard. Hop. Avec la Magic Mouse à l'intérieur. Pour l'instant, je ferme ça, puis je vous montrerai plus en détail l'intérieur. Et attention, on a toujours un petit peu peur d'abîmer, surtout avec des machines à ce niveau tarifaire, vaut mieux pas abîmer. Alors, sur un des côtés, dans le polystyrène, on a le câble d'alimentation. Celui-ci va rester emballé comme un petit peu d'habitude, hein, comme j'ai l'habitude de le faire, parce que j'ai déjà un câble d'alimentation que j'utilise depuis un ancien iMac, qui est bien avant celui de 2014. Et étant donné que c'est toujours les mêmes, ça n'a pas bougé, je vais plutôt utiliser celui que je possède déjà. Voilà, ça prend un tout petit peu moins de place, mais toujours quand même, c'est assez grand. On va enlever la protection. Et on en a encore une qui protège l'écran. Et voilà l'iMac sans aucune protection. Belle machine. Je vais le retourner juste pour vous montrer derrière. Donc voici l'arrière. Ici, les fameux ports, les différents ports de la machine. Le port casque micro. Ici, le port carte micro SD. Les 4 ports USB-A, les Thunderbolt et l'Ethernet. Très honnêtement, sur les machines Apple, je pense que ça, c'est une des machines qui a le plus grand nombre de ports aujourd'hui sur le marché qu'Apple fabrique. Ici, on a un micro, on en a plusieurs en fait sur la machine, justement d'après Apple, pour nous permettre d'avoir un enregistrement de qualité studio. Bon, on va les croire sur le coup. Et c'est à peu près tout. On a le logo de la marque,
En dessous, on a justement la prise pour l'alimentation, la ventilation un peu au-dessus, et entre les deux, on a le fameux logement pour les barrettes de RAM qu'on peut remplacer du coup assez facilement. Sur mon ancien iMac et sur la chaîne, j'avais fait une petite vidéo qui explique comment le faire. Ça marche exactement de la même façon sur ce modèle. On revient devant et on va le brancher. Ça s'allume. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que je pense que ça doit être juste le son qui doit être au minimum, mais j'ai toujours eu l'habitude, quand je déballe une nouvelle machine Apple, d'entendre le gros gong, hein, le son si particulier de chez Apple, qui a fait un petit peu aussi, enfin, qui fait partie de son histoire, qu'ils avaient voulu supprimer fut une époque et puis qu'on peut remettre finalement. Bon, là, il n'y a pas de son, ça démarre tout simplement. On nous demande d'allumer la souris pour pouvoir configurer l'iMac. On va le faire tout de suite. Et c'est là qu'on va s'intéresser au clavier et à la souris. Alors voici donc le Magic Keyboard et la Magic Mouse 2. Alors pas trop de surprise pour moi, mais c'est toujours assez agréable de voir des produits vraiment tout neufs sans aucune trace d'utilisation. Encore une fois, c'est un produit qui est très bien fini et qui fonctionne sur batterie. Moi, j'avais aussi un Magic Keyboard de première génération qui fonctionnait à pile. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je préfère plutôt les piles parce que, contrairement aux batteries, les piles, on peut les changer et la durée de vie du coup du produit est quasiment infinie. On a un petit câble pour recharger le clavier et la souris, qui va rester à l'intérieur. Un petit chiffon. Alors on va regarder, mais ça doit être chiffon plus, j'imagine, les autocollants. Chiffon, exactement. Les autocollants Apple et les petits manuels pour avoir plusieurs informations utiles sur l'iMac. Ok. Et enfin, la Magic Mouse 2, pareil, sur batterie. On allume. Pareil pour le clavier. Et on va configurer ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous demande ? De choisir sa langue. Le clavier, ça devrait être bon. Français, bien sûr. Nous sommes en France. On va se connecter sur notre Wi-Fi. Sur mon Wi-Fi en l'occurrence. Alors tout ce qui est confidentialité, on est obligé d'accepter forcément. Et est-ce qu'on veut transférer les données vers ce Mac? Alors oui, parce que encore une fois, j'ai un ancien iMac, j'ai une sauvegarde. Donc c'est parti pour la restauration de mon ancien iMac et on se retrouve tout de suite avec mon Mac qui sera mis correctement en place sur mon bureau. Voilà les amis, la configuration de l'iMac est terminée après presque 2 jours de restauration de données. J'ai pu enfin l'utiliser et ce que je peux dire de prime abord, c'est que c'est un monstre de rapidité et de puissance comparé à mon MacBook Pro de 2016 ou alors à mon iMac de 2014. Vraiment, j'ai lancé un petit montage vidéo derrière pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Ça n'a rien à voir avec aucune des machines que j'avais avant. Ça va extrêmement vite et encore une fois, je pense que pour le coup, Apple a fait du très bon boulot. Il faut savoir donc qu'il s'agit du dernier iMac Intel
chez Apple, du plus puissant qu'ils aient jamais fait, même comparé au i9, parce que le i9 est largement limité par sa dissipation thermique et du coup est très limité dans ses capacités. En plus de ça, je pense que c'est la dernière machine Intel tout court de chez Apple. Donc on a là quelque chose d'historique quelque part. Les principales nouveautés, rapidement, avant de vous laisser, c'est donc le fait de passer sur du full SSD, contrairement au Fusion Drive en fait qu'il y avait avant. Les cartes graphiques qui sont plus performantes, le i7 qui est vraiment un monstre de puissance encore une fois, l'affichage True Tone, comme sur l'iPad, l'affichage va se régler par rapport à votre environnement lumineux. Vous avez aussi sur cette machine la caméra FaceTime qui passe à 1080p, donc sur du Full HD. Donc pas mal de petites nouveautés, surtout en intérieur. Le design lui ne change pas. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi le design va énormément changer avec les premiers iMac, avec les puces Apple, donc les Apple Silicon. On verra bien. Ce ne sera pas avant la fin de l'année en tout cas. Quoi qu'il en soit, cette machine-là, vraiment, elle vaut le coup. C'est vrai qu'elle est chère, mais je pense que si vous l'achetez, donc elle coûte 2599 € à peu près. Donc si vous mettez cette somme-là, vous êtes tranquille pour au moins 5 voire 8 ans sans aucun souci. Après, il faut bien sûr voir si Apple va poursuivre le support des Mac Intel et jusqu'à quand. Mais normalement, ça devrait le faire puisqu'ils avaient fait la même chose lors de la transition PowerPC vers Intel. Les PowerPC n'ont pas été mis au rebut, n'ont pas été abandonnés par Apple. Donc normalement, ça laisse présager de bonnes années, un bon futur pour ce millésime d'iMac Intel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Elle vous a plu, j'espère. Elle a duré pas mal de temps. Moi, je vais essayer de vous faire un petit truc, un petit récapitulatif après un mois d'utilisation, surtout comparé à mon MacBook Pro de 2016. Pour vous dire si au quotidien et puis après l'avoir un petit peu chargé en fichier, si c'est toujours aussi véloce. Et sinon, en attendant, je reviens très vite avec une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!